La vice-présidente James David Vance vient d'atterrir en Israël, rejoignant Jared Kushner et Steve Witkoff, alors que les craintes grandissent sur l'effondrement du cessez-le-feu fragile. Le Hamas a violé l'accord et Trump pourrait soutenir totalement la prochaine action. Une reprise de la guerre est-elle inévitable ou bien un jeu de pouvoir caché se déroule-t-il en coulisses? Voici Israël sans diplomatie. Et si nous pouvions protéger Israël avec des lasers, des drones, des robots et des technologies cybernétiques? Nous le pouvons. Chaque jour, les recherches révolutionnaires du Technion, l'Institut israélien de technologie, sont transformées en technologies de défense concrètes qui protègent Israël et sauvent des vies. Shalom, je suis Marc Regev et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël Indiplomatique. Et comme d'habitude, je suis ici avec ma co-animatrice Ruthie Bloom. Comment allons-nous aujourd'hui, Ruthie? Bonjour Marc, eh bien, nous allons plutôt bien. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'essayer un format un peu différent. Et c'est parce que nous devons parler du plan en 20 points de Trump, de ce qui se passe avec la vice-présidente et du Witkoff et Kushner. Alors, qu'allons-nous faire ici? Puisque Marc et moi sommes généralement d'accord, nous soutenons tous les deux cet accord. Mais comme Marc est plus optimiste que moi et bien plus diplomate, il va parler de tous les aspects positifs que nous voyons en ce moment et moi, je vais jouer l'avocat du diable et discuter des aspects négatifs. Alors, Marc, commençons. Et dis-moi ce que tu penses de la conférence de presse de James David Vance hier avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Ah, et c'était en fait à Kiryat Gat. Qu'as-tu pensé de son message et est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous? Je pense qu'il parlait bien sûr de l'importance de l'accord et de la façon dont cela représente une voie à suivre. Ce ne sera pas facile, mais c'est la seule solution. Et c'est le message du président, c'est le message des États-Unis, et j'accepte ce message. Je pense que l'essentiel à retenir ici était que tous les otages ont été libérés vivants. Et malgré toutes les choses terribles que fait le Hamas, nous avons quand même réussi. Nous avons également récupéré plus de la moitié des otages morts, et d'autres viendront. Et il n'y a pas si longtemps, la plupart des gens pensaient qu'il serait impossible d'obtenir un accord où Israël, notre armée, contrôle encore plus de 50% de la bande de Gaza. Nous n'avons pas eu à nous retirer. Nous sommes toujours sur place là-bas. Et nous avons fait sortir tous les otages vivants en premier. Je pense que c'est un accord incroyable. Maintenant, nous avons eu un problème plus tôt cette semaine, une nouvelle très triste. 2 soldats ont été tués par le Hamas et Israël a réagi. Et pendant une journée, Israël a frappé des cibles partout dans Gaza en réponse au Hamas qui a rompu le cessez-le-feu de manière très violente. Personnellement, je l'ai ressenti car ces 2 jeunes hommes venaient aussi de ma communauté, Modi'in. Et la deuxième chose, c'est qu'ils faisaient partie de l'unité à laquelle j'appartenais autrefois, à la brigade Nahal dans laquelle j'ai servi quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui, mais la Nahal avait l'habitude d'avoir, peut-être ce qu'ils ont encore un cadre spécial pour les immigrants. Et moi, en tant que jeune immigrant, j'y suis allé et vous savez, c'était la chose naturelle à faire. Donc, je veux dire, c'était une journée terrible. Mais ce que nous avons vu dans la réponse israélienne, c'est que nous n'avions pas à nous soucier de la vie des otages retenus dans les tunnels. Israël était plus libre dans sa réponse militaire que nous ne l'aurions été autrement. Nous avons été très prudents, surtout concernant les cibles dans la ville de Gaza, parce que nous savions qu'il y avait des otages israéliens vivant sous terre et à d'autres endroits aussi, mais principalement dans des endroits comme la ville de Gaza. Et par conséquent, vous savez, il y avait certaines cibles que nous ne pouvions pas frapper. Ce n'est plus le cas. Je dirais même, si tout s'effondre demain, si le cessez-le-feu échoue et que la guerre reprend, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais nous sommes néanmoins dans une position militaire avantageuse parce qu'il n'y a plus d'otages vivants entre les mains du Hamas, ce qui donne à Israël une plus grande liberté de mouvement, une liberté d'action.
D'accord, non, c'est absolument vrai. Alors, laissez-moi vous dire ce que je n'ai pas aimé dans le message de James David Vance et dans l'interview de Witkoff et Kushner à 60 minutes quelques jours plus tôt avec Leslie Stahl. Maintenant, James David Vance a dit, et moi, vous savez, j'accepte tout ce que vous dites ici, mais ce qu'il a dit, c'était quelque chose. Laissez-moi le reformuler. Il a dit, oui, vous savez, ces deux camps qui se détestent, nous devons travailler ensemble. Ça prend du temps. Parce que quand vous avez ces deux camps qui se détestent maintenant, excusez-moi, ce ne sont pas deux camps. Le Hamas est une organisation terroriste barbare, assoiffée de sang, avide de violence, une organisation islamiste radicale. Tout ce qu'elle fait, c'est tuer, mutiler et parler de djihad. Israël est un État démocratique et libéral. Ce n'est pas le cas. Ces deux entités ne sont pas comparables. Ce n'est pas simplement que les deux camps se détestent. Non, il y a un camp qui est mondial. Le djihad est une confrérie musulmane qui veut ouvertement anéantir Israël, le peuple juif, les chrétiens et les musulmans considérés comme infidèles. Donc, je ne peux pas supporter ce genre d'équation, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, lors de leur interview à 60 minutes, Witkoff et Kushner ont parlé de l'attaque d'Israël contre des cibles du Hamas à Doha et au Qatar. Et nous savons maintenant que cette attaque, même si elle n'a pas tué tous les dirigeants présents, a réussi à effrayer à la fois le Hamas et le Qatar. Le Qatar s'est alors adressé à l'administration Trump en déclarant « Non, non, nous sommes vulnérables ici. Donnez-nous un parapluie protecteur, nous avons besoin de garanties. » Et en échange, ils ont alors finalement exercé une réelle pression sur le Hamas. Et c'est ainsi que nous avons vu le Hamas finalement accepter l'accord et finalement libérer les 20 otages vivants. Tout cela en une seule fois. Donc le fait que Kushner et Witkoff a dit « Nous nous sommes sentis trahis par Israël quand nous nous sommes réveillés le matin et que nous avons appris cette attaque. » Employer le mot « trahi » pour Israël était très agaçant. Et l'autre chose qu'ils ont faite qui était troublante, ou que Witkoff a faite, il a dit qu'il avait rencontré directement le Hamas. D'accord, il n'y avait peut-être pas le choix, mais il a rencontré à Doha le chef du Hamas, dont le fils a été tué lors d'une frappe israélienne. Et ce que Witkoff lui a dit, c'est « Je sais ce que vous ressentez. Compatissons parce que mon fils, je sais aussi ce que c'est que de perdre un fils. Et pourquoi cela a-t-il été bouleversant? Parce que le Hamas fait la promotion du martyr pour le djihad. Ses manuels scolaires, tout ce qu'il fait, enseignent aux enfants qu'ils doivent se sacrifier pour Allah. Bien sûr, cela ne signifie pas que ce dirigeant du Hamas souhaitait la mort de son fils, mais ce n'est pas comparable. Ils apprennent à leurs enfants à tuer et à mutiler, puis à dire « Oh, j'ai de la compassion. Votre fils a été tué dans la frappe, et mon fils, après tout, son fils n'a pas été tué. » Son fils? Eh bien, oui, il a été tué par un baron de la drogue. Je veux dire, il est mort d'une overdose de drogue, et c'est vraiment, vraiment tragique. Mais compatir avec ce dirigeant du Hamas, j'ai trouvé cela offensant. Cependant, j'étais même prête à leur accorder le bénéfice du doute, qu'ils avaient besoin de faire un clin d'œil à ses partenaires de Gaza d'après-guerre. Je vais donc vous poser une question maintenant. Puis-je répondre? Je veux répondre? Oui, je veux que vous le fassiez et que vous répondiez. Expliquez pourquoi c'est acceptable et répétez ce que vous venez de dire. Expliquez pourquoi il est acceptable que le Qatar, la Turquie et l'Égypte jouent des rôles clés dans tout cela. Dans toute cette organisation de Gaza après la guerre, on pourrait dire. Donc, je veux dire la première chose. Vous avez parlé, vous savez, du Hamas et de la culture du martyr. Et tout cela est très vrai. Mais je sais, et beaucoup d'Israéliens qui suivent le Hamas de très près depuis des années, vous diront que la direction du Hamas est très heureuse d'envoyer les enfants des autres devenir des kamikazes. Ils sont très réticents à envoyer leurs propres enfants. En fait, pourquoi cet enfant est-il avec son père dans le Golfe, vivant dans des hôtels 5 étoiles, recevant peut-être une très bonne éducation, et ainsi de suite? En d'autres termes, il y a cette contradiction. La direction du Hamas peut être aussi corrompue que les autres dirigeants palestiniens.
et le fait qu'ils s'occupent de leurs propres enfants et qu'ils en soient heureux. Les enfants des autres deviennent des kamikazes et les enfants des autres. Pour servir de boucliers humains à leur guerre, mais pas pour leurs enfants. Dieu nous en garde. Tu te souviens de la vidéo de six noirs s'échappant des tunnels avec sa femme et sa famille, n'est-ce pas? Ils prennent soin de leur propre famille. Dire qu'un dirigeant du Hamas n'aurait pas été bouleversé par la mort de son fils, alors que ce dernier n'était pas en première ligne. Il était à Doha parce que son père veillait sur lui. Donc, je ne pense pas que ce soit équitable. Mais ensuite, j'aborderai un autre sujet. Une seconde avant que tu passes à l'autre sujet. Laisse-moi juste clarifier. Oui, Je n'ai pas dit qu'il n'était pas bouleversé que son fils ait été tué. Il l'a peut-être vraiment été, mais que Witkoff compatit avec lui. mais c'est ce à quoi je viens maintenant. Parce que tu sais quoi? Ce type, il méritait de mourir. Et son fils aussi, qui faisait partie du Hamas. Et tous ceux présents à cette réunion aussi. Donc, Vas-y maintenant. non, vas-y. Maintenant. Parfois, en politique et dans ces négociations, et dans toute négociation, il faut parfois dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Je vais vous donner un exemple. Pour obtenir cet accord, Tania a dû ravaler sa fierté ou manger son chapeau. Et il a dû présenter des excuses ou exprimer des regrets aux dirigeants du Qatar pour la frappe israélienne. Et c'était un élément nécessaire pour faire sortir nos otages. Et je pense que Tania a pris la bonne décision. S'il a ainsi permis de libérer 20 Israéliens vivants du cachot du Hamas à Gaza, ce prix est acceptable. Et je peux aussi dire que si Witkoff doit sourire et être aimable avec un dirigeant du Hamas dans le cadre des négociations, et que c'est le prix à payer pour conclure l'accord. Et la seule chose, et je te l'ai déjà dit, c'est pourquoi en parler après coup. Et là, il y a un problème là-dessus. Mais encore une fois, je pense qu'au final, dans ce cas, ce sont des mots qui sont utilisés. Je ne pense pas que qui que ce soit ait des illusions sur le Hamas. Personne n'a d'illusions. Les mots sont utilisés, et peut-être qu'en Occident, certaines personnes ont des illusions. Les Arabes n'ont certainement pas d'illusions sur le Hamas. Mais les mots sont utilisés, dans ce cas, pour parvenir à un résultat souhaité. Et donc, Netanyahou regrette, mais je doute qu'il soit sincère. Désolé. Laissez-moi finir. Un autre point, c'est pareil avec Witkoff. Je veux bien leur accorder le bénéfice du doute et croire que leurs paroles étaient utilitaires. Leurs paroles nous ont aidés à obtenir la libération des otages. Je pense que leurs paroles ont été efficaces et j'accepte qu'ils aient dû dire des choses qu'ils n'auraient pas exprimées normalement. Ce que je pense qu'il faut dire à propos de l'attaque contre le Hamas au Qatar tout d'abord, et nous l'avons dit dans l'émission, le Hamas ne doit avoir aucun refuge. Si vous êtes membre du Hamas, aucun lieu n'est sûr pour vous. Si vous êtes responsable de tuer des Israéliens, responsable de tuer des Juifs, attendez-vous. Vous devez vous attendre à ce que l'État juif essaie de vous traquer. Cela remonte à Golda Meir après le massacre de Munich en 1972, et elle a envoyé le Mossad pour tuer toutes les personnes impliquées, n'est-ce pas? Cela fait partie de notre culture, et encore une fois, il est important pour eux de savoir que vous êtes impliqués dans le ciblage des Juifs. Vous en paierez le prix. Je dirais à propos de cette attaque, j'ai entendu d'une source très fiable que, souvenez-vous, les Qataris avaient, après l'attaque israélienne, 2 ou 3 jours plus tard, ils avaient été avec tous les dirigeants arabes, tout le monde est venu au Qatar pour exprimer sa solidarité, et c'était le message public. Je sais que l'un des principaux responsables du Golfe a rencontré en tête-à-tête le dirigeant du Qatar et lui a dit « Cette attaque est arrivée parce que vous avez amené Gaza dans le Golfe. » Autrement dit, vous êtes responsable. Et peut-être que le Qatar a finalement compris qu'il n'est pas à l'abri, que le Qatar ne peut pas jouer sur tous les tableaux, héberger le Hamas et sourire aux Occidentaux en même temps. Ils ont compris que la poursuite de cette guerre, leur relation avec le Hamas, est un problème. Je pense qu'on peut avancer un argument solide selon lequel la frappe d'Israël contre le Hamas, même si tous les membres visés n'ont pas été éliminés, ce qui est regrettable. En même temps, cette frappe a été un moment qui a poussé le Qatar à devenir soudainement sérieux quant à la pression à exercer sur le Hamas. Et encore une fois, dans ce cas, une frappe militaire a été d'une importance cruciale pour obtenir l'accord et faire libérer les otages. Un dernier point, je sais que vous voulez répondre. Witkoff et Kushner en ont parlé d'une manière qui, je pense, était difficile à entendre pour les Israéliens lors de l'émission de 60 minutes. Ils ont aussi affirmé que c'était un tournant.
Ça a tout bouleversé et ça a dynamisé le travail pour conclure l'accord. Même si c'était une surprise pour Washington et qu'ils n'étaient assez pas contents, ils ont reconnu l'importance, une étape vers la conclusion d'un accord. D'accord. Alors, tout d'abord, clarifions juste quelque chose à propos des excuses de Netanyahou. Ce n'étaient pas des excuses au Qatar. En réalité, ce qu'il a dit, c'est « Nous ne visions pas le Qatar, nous visions le Hamas et nous regrettons d'avoir tué un garde qatari. » C'est pour cela qu'il s'est excusé et il est important de le préciser parce qu'il a pu le faire. Je dirais qu'il a pu satisfaire l'administration Trump sans pour autant s'excuser pour quelque chose qui était en réalité légitime. Et d'ailleurs, je ne pense pas que Kushner et Witkoff l'aient suffisamment souligné. C'était vraiment le facteur décisif. D'accord, parce qu'ils ont dit que cela avait retardé les négociations, ils ont dit le contraire, et c'est un mensonge. D'accord, alors disons, accordons-leur le bénéfice du doute. J'ai écrit une chronique en disant, vous savez quoi, d'accord, il faisait un clin d'œil au Qatar. Mais parlons maintenant de savoir si. Dieu merci, le président Trump reste présent en publiant sur Truth Social. Et pourquoi? Dieu merci, parce que peu importe ce que ces autres personnes disent. James David Vance, Witkoff, Kushner, peu importe ce qu'ils disent, ça me donne l'impression qu'ils sont dans un monde imaginaire. À propos de l'islam radical, du djihad, que c'est une guerre religieuse, que c'est une guerre pour anéantir Israël et les Juifs, ce n'est pas un simple conflit ordinaire. D'accord. Trump sort ensuite et publie sur Truth Social, d'accord, écoutez. Si le Hamas ne se désarme ni n'agit comme prévu, il sera en violation et nous l'éradiquerons. Je veux dire, il continue de les garder sur la bonne voie. C'est ce que j'aimerais dire. Son langage n'est pas le leur, d'accord? Son langage n'est pas un langage diplomatique. Et c'est la seule chose qui m'a rassurée parce que, comme je l'ai dit, je ne crois pas mon problème ici maintenant, c'est que les partenaires que Trump, l'administration Trump dit « Super, faisons-les tous rejoindre les accords d'Abraham. » Vous avez la Turquie, vous avez Erdogan qui dit qu'Israël doit être détruit, vous avez l'Égypte. Cela ne date pas seulement de ces dernières années. Maintenant, Israël a un traité de paix avec l'Égypte, mais pendant des décennies, cela a permis que des matériaux et des armes entrent à Gaza pour aider le Hamas. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, avec la situation actuelle, avec la guerre qui est censée se terminer ou terminer, peu importe comment vous voulez le formuler, l'Égypte. Il y a des centaines de drones qui volent de l'Égypte vers Gaza. C'est filmé et rapporté. À la frontière, on demande que faire? Des drones fournissent de nouvelles armes à Gaza, à Hamas. À Gaza, c'est la première chose. Deuxièmement, Hamas. C'est pourquoi nous attendons pour sortir les autres otages morts parmi d'autres raisons. Pour sceller les tunnels, vous pouvez utiliser certains matériaux, comme du ciment, sans les faire exploser, ou bien les inonder avec ces matériaux, qui se dilatent. C'est que nous voulons nous assurer de sortir tous les corps de là. Mais que le Hamas, chaque jour qui passe, non seulement le Hamas a encore des armes, il a encore des tunnels. Ils exécutent tout Palestinien qui n'est pas d'accord avec eux en se promenant. Ce n'est pas pour dire qu'ils exécutent aussi d'autres milices ou des innocents. Bien sûr, le monde s'en fiche complètement. Donc, ils reconstruisent leur réputation et leur force. Et il y a même des discussions sur le fait qu'ils pourraient jouer un certain rôle dans l'administration de Gaza après la guerre. C'est pourquoi je dis aux Américains et aux Occidentaux, ne vivez pas dans un monde de bisounours sur la réalité de ses partenaires. Le Qatar est un mauvais acteur. La Turquie est un acteur très dangereux. Et l'Égypte aussi. Je veux dire, je pense que ces drones sont probablement. C'est sans doute plus une question de corruption et d'argent impliquant les personnes qui font ça. Mais ce n'est pas un groupe pacifique. Donc tu as raison, parce que le Qatar et la Turquie ont tous deux été des alliés traditionnels du Hamas et des frères musulmans. Et ils leur ont apporté un soutien moral, financier et logistique. Et il y a eu des problèmes là-bas, des problèmes sérieux, je ne me fais aucune illusion à leur sujet.
Cependant, je pense que dans le cadre de l'accord qui a permis de libérer nos 20 otages, il est juste de dire que les Américains ont réussi à amener à la fois les Turcs et les Qataris à faire pression sur le Hamas. Je pense que c'est ce qui a tout changé. Et ici, je dirais, en avançant, que ce processus ne fonctionnera que si tout le monde continue de faire pression sur le Hamas. Quand Donald Trump a dit « S'ils ne se désarment pas, ils seront anéantis », c'est important car ils doivent se désarmer. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils en ont envie. Ils ne vont pas le faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus des humanitaires ou qu'ils sont soudainement devenus des scouts. Oui, non, ce sont des terroristes assoiffés de sang. Ils ne feront les choses que lorsqu'ils seront soumis à une pression énorme pour le faire. Il sera intéressant de voir comment la Turquie et le Qatar ont exercé des pressions sur eux pour accepter le cessez-le-feu et libérer les otages. Vont-ils continuer à maintenir la pression alors que nous mettons en œuvre les prochaines étapes de cet accord? La question reste ouverte. Pour leurs raisons, ils ont coopéré pour un cessez-le-feu. Vont-ils continuer à coopérer avec le président Trump alors que l'accord doit être mis en œuvre? Nous restons bloqués à la première étape. Soyons clairs, nous avons encore une douzaine d'otages israéliens morts. Selon l'accord, ils devaient être libérés dès la première phase. 3 jours? Cela fait bien plus. Intéressant selon le Hamas. Ils disaient qu'il n'y en avait plus, Israël a tenu bon, puis ils en ont trouvé. Il est possible qu'il y en ait 1 ou 2, je ne sais pas, qu'on ne puisse vraiment pas retrouver pour toutes sortes de raisons logistiques. Mais on peut le constater. Chaque jour, nous en récupérons 2, mais tant qu'ils ne sont pas tous libérés, le Hamas ne respecte pas son engagement. Israël, nous restons à Gaza, gardons nos positions, nous sommes toujours présents, il n'y a pas de... Tant que ces personnes n'ont pas été retrouvées, Israël n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit. Et j'ai trouvé cela très astucieux, je pense. Si le Hamas nous tire dessus, nous devons répondre avec une force écrasante, comme nous l'avons fait après que les 2 soldats ont été tués plus tôt cette semaine. Mais si le Hamas fait des choses non violentes, comme ne pas libérer les otages morts, ce qui est une violation, nous pouvons donc faire d'autres choses non violentes en réponse. Nous ne sommes pas obligés de garder tous les points de passage ouverts. Nous pouvons en garder certains ouverts et en fermer d'autres. L'accord nous offre tous ces moyens de pression à utiliser. Si l'accord est validé, chacun doit savoir qu'en cas de violation, Israël n'est plus tenu de respecter ses engagements. C'est absurde. Israël ne doit appliquer l'accord que s'il y a lieu. Hamas agit comme prévu actuellement. On évoque la seconde partie de l'accord, mais on n'y est pas encore. Le Hamas doit se désarmer maintenant, c'est crucial. Pourquoi? Parce que quel est le plan de jeu du Hamas? Nous en avons déjà parlé dans un épisode précédent. Ils veulent le modèle du Hezbollah au Liban, où ce sont eux qui ont les armes et dont tout le monde a peur. Même avec un gouvernement officiel non dirigé par le Hamas, ce dernier conservera le pouvoir en coulisses. C'est ce qu'ils veulent, c'est clair. Mais dès que vous dites qu'ils n'ont pas les armes, alors ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est pourquoi ce que le président Trump a dit est très, très important. Et il reste à voir. Voir une organisation terroriste se désarmer d'elle-même serait presque inédit, je pense. Très bien. Aujourd'hui, le Hezbollah se bat pour sa survie, mais il se bat toujours pour sa survie. Il est grandement affaibli, mais il se bat toujours pour sa survie. Le Hamas est grandement affaibli. Et tu as tout à fait raison. Ils veulent se reconstruire, ils veulent se réarmer, ils veulent rétablir leur contrôle. Et c'est à nous et aux Américains, et théoriquement à tous ceux qui font partie de l'accord en 20 points, de faire en sorte que cela n'arrive pas. C'est ça. Mais mon problème, c'est, supposons que cela arrive. D'accord, disons que nous désarmons le Hamas. Je parle des autres acteurs, l'autorité palestinienne. Elle n'a peut-être aucun rôle à Gaza, le Qatar, l'Égypte, la Turquie. Ce sont de mauvais acteurs. Je parle de l'après-Hamas. Et ce que je dis, c'est que tu as tout à fait raison. Ils doivent faire pression sur le Hamas. Et ce qu'ils en retirent, c'est la protection américaine. Je veux dire que ce qui m'inquiète, c'est ce discours de paix façon La La Land. C'est du vent. Vous savez, comme l'a dit James David Vance, il faut y aller étape par étape. Il a raison. D'ailleurs, il a raison là-dessus. Personne ne lui a crié dessus, contrairement à Netanyahou quand on a demandé « Et Gaza après la guerre, que se passe-t-il après ?» Et il répétait « Attendez, gagnons d'abord la guerre et ensuite nous en discuterons. » Tout cela est vrai. Mon problème, ce n'est pas qu'il faille y aller doucement. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que
On dirait que ces Américains ne savent pas que c'est aussi doué pour conclure des accords et efficace pour faire pression sur les méchants. Ils ne comprennent pas que ceci fait partie du djihad mondial contre l'Occident. Ce n'est pas seulement à propos d'Israël, ce n'est pas seulement le Hamas spécifiquement, comme je l'ai dit, c'est aussi Fatah, c'est aussi le djihad islamique, c'est l'autorité palestinienne, doit aussi être éradiquée. Mais même si ce n'est pas le cas, elle ne peut certainement pas avoir de rôle dans la bande de Gaza après la guerre. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on traite cela comme si on ne faisait face qu'au Hamas, alors que ce n'est pas le cas. Donc, je veux répondre à cela. Et ici, nous avons déjà eu un certain désaccord par le passé et nous avons un désaccord aujourd'hui. Parce que je crois que l'autorité palestinienne n'est pas un partenaire pour la paix. Ils soutiennent le terrorisme et refusent la légitimité de l'État juif. Ils sont corrompus, dictatoriaux et problématiques, mais je les distingue du Hamas. Israël entretient encore une coopération sécuritaire, peut-être limitée, avec l'autorité palestinienne. Nous ne l'avons pas avec le Hamas pour des raisons évidentes. Idem pour la Turquie. Maintenant, le président turc a dit des choses carrément antisémites. Il a été terrible et a commis des actes terribles envers le peuple juif. D'un autre côté, il y a 2 ans, non, maintenant, 2 ans et demi, il y a 3 ans, il accueille le président Herzog en Turquie, déroule le tapis rouge et dit qu'il veut une nouvelle relation avec Israël. Et il rencontre le Premier ministre Netanyahou à l'Organisation des Nations Unies. Je crois que c'était juste avant le 7 octobre. Il s'est arrêté un instant. En d'autres termes, c'est un islamiste. Mais encore une fois, je fais la distinction entre lui et le Hamas parce qu'il a des intérêts différents. Ce qui était intéressant, c'est que le vice-président a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Si Israël est contre la présence de troupes turques à Gaza et que le vice-président a dit que la position américaine est qu'Israël doit approuver toutes les troupes étrangères s'il doit y en avoir à Gaza. Mais je pense que tout cela est un peu, c'est comme si tout le monde en parlait, mais c'est vraiment important. Peu importe les troupes étrangères à Gaza, elles ne combattront pas le Hamas. C'est à Israël de le faire. Une pression diplomatique peut viser le Hamas, mais l'Égypte, la Turquie et le Qatar n'enverront pas de troupes pour le désarmer. Ça n'arrivera pas. Nous devons agir ainsi. Donc si le Hamas se désarme volontairement dans le cadre de l'accord, comme ils s'y sont engagés, et comme l'a bien dit le président Trump, s'ils ne le font pas, il nous revient de le faire. Oh, absolument. D'ailleurs, nous l'attendons de nous-mêmes. Notre seul problème, c'est que nous avons les mains liées. Ce qui m'inquiète, et c'est là que j'ai confiance en vous, président Trump, ce qui m'inquiète, c'est quand, pas si. Quand nous devrons le faire, quand nous devrons l'attaquer à nouveau, chaque fois que nous devrons recommencer, il y a des critiques et on nous dit de ne pas le faire. Et nous avons les mains liées. Je ne pense pas que d'autres troupes le fassent. Laissez-nous simplement le faire sans que la soi-disant communauté internationale ne s'abatte sur nous. Et toute cette histoire d'aide humanitaire et tout ça. Puis-je vous annoncer la bonne nouvelle? Oui, une bonne nouvelle. Après l'attaque du Hamas qui a tué les 2 soldats israéliens plus tôt cette semaine, Israël a réagi très fortement. Oui, nous avons frappé des cibles du Hamas à travers la bande de Gaza, y compris des sites jamais visés auparavant. Comme je l'ai dit, les otages n'étaient plus là, donc Israël a pu viser des lieux que nous ne ciblions pas avant. Et c'était une réponse massive. Et si vous écoutiez les médias internationaux, vous savez qu'Israël tuait et tout le reste habituel. Israël frappe sans discrimination, disent-ils, mais ce n'est pas vrai. Les Qataris et les Turcs n'ont pas condamné Israël. C'est intéressant car ils savaient que le Hamas avait rompu l'accord, alors que le Hamas disait ne pas être au courant. Ces gens sont sous notre contrôle. Incroyable, non? Si les membres du Hamas tirent sur Israël, que le Hamas attaque Israël et tue des Israéliens, le Hamas en est responsable. Ils ne peuvent pas dire « Oh, ce n'était pas nous ». C'est une autre branche du Hamas avec laquelle nous ne parlons pas. Dans la réalité, ils nous tirent dessus, nous riposterons, répondant au feu par le feu, et nous allons, pour utiliser un mot que les avocats n'aiment pas, riposter avec une force disproportionnée parce que vous avez rompu le cessez-le-feu. Si le cessez-le-feu est rompu, le cessez-le-feu est rompu. Mais le fait que Turcs et Qataris n'aient pas condamné Israël pour notre réponse, alors qu'ils le faisaient toujours avant, n'est-ce pas?
Cela montre qu'ils ont peut-être pris des engagements envers les Américains, que leur pression sur le Hamas n'était pas simplement ponctuelle pour les amener à signer l'accord de libération des otages. Ils seront là non pour Israël, mais pour les États-Unis à mesure que le processus avancera. Et comme je l'ai dit, mais ce processus ne réussira que si la pression reste sur le Hamas pour qu'il tienne ses engagements. À quoi est-il obligé? Nous fournirons la pression militaire, mais ils doivent exercer la pression diplomatique. Maintenant, est-ce que cela va réellement se produire? Cela reste à voir, mais c'est la voie à suivre. Eh bien, une chose que je peux dire que nous savons, et d'ailleurs, la Turquie, oui, chaque fois qu'elle a fait un geste, c'était avant le 7 octobre, et de toute façon, la Turquie. Erdogan n'est digne de confiance sous aucune forme, en aucun cas. Il a des vues sur la Syrie, il veut être la force dominante en Syrie. C'est un homme dangereux. Tout ce truc-là, vous savez. Il est clairement en train d'essayer de se mettre l'Amérique dans la poche. Il l'a déjà fait, d'ailleurs, ce n'est pas qu'il essaie, il est déjà du bon côté de l'Amérique. Excusez-moi, il doit le faire. Ces accords ne concernent plus seulement le Hamas et Israël, ils visent désormais l'ensemble du Moyen-Orient. Et son rêve d'anéantir Israël. Et comme je l'ai dit, l'Égypte, je ne pense pas, et je crois que l'Égypte a accepté qu'Israël est là pour rester. Mais ce que je veux dire, c'est que Gaza, après la guerre, je vois cet accord comme une très bonne chose parce que cela responsabilise l'ennemi, pas Israël, contrairement aux accords précédents. Je trouve cela excellent. Même si nous avons relâché des monstres à Jérusalem, en Judée, en Samarie et à Gaza, nous avons relâché des monstres là-bas. Et donc, nous sommes tous en danger maintenant. Et j'étais contre cette partie de l'accord. Mais d'accord. Mais ça fait partie de l'accord. Compris, ça fait partie de l'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas une seconde que ce soit le début de la paix dans tout le Moyen-Orient, ni que ce soit la fin de cette guerre. C'est temporaire et c'est nécessaire. Et Dieu merci, Israël est dans une position plus forte grâce à l'affaiblissement des installations nucléaires de l'Iran. Parce qu'en gros, on a renversé le Hezbollah parce que, comme on l'a dit, on a décimé le Hamas et parce que nous avons l'administration la plus favorable de l'histoire à Washington envers Israël. Donc, nous sommes dans une meilleure position. Si tu crois une seconde que je pense que tout cela, c'est la paix ou que l'amour vient à nous, je n'y crois pas du tout. Et je suis enfin d'accord avec ce que tu dis. Tout dépend du fait qu'Israël soit fort, qu'Israël se montre ces 2 dernières années. Être la superpuissance régionale, pas une superpuissance mondiale, mais la superpuissance régionale, cela nous donne le respect de nos voisins arabes. Cela inspire la crainte aux yeux de nos ennemis. C'est une bonne chose. Nous n'allons pas avoir une situation où tout le monde s'aime et où nous vivons un moment kumbaya ici au Moyen-Orient. Non, tout cela concerne la réelle politique. Je pense que la réelle politique fonctionne. J'espère que ce cessez-le-feu tiendra. Cela pourrait être un processus long, épuisant et usé. Mais je pense que le cessez-le-feu nous donne aussi des opportunités avec d'autres pays arabes, avec d'autres pays musulmans, d'élargir le cercle de la paix. Je pense que je ne serais pas surpris, oui, si ce cessez-le-feu, je ne sais pas comment cela va se passer à Gaza, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Mais si les combats sérieux à Gaza sont maintenant derrière nous, ce qui est possible, vous avez une situation, je crois, où nous pouvons ouvrir des portes avec des pays arabes importants. Ici, le président Trump sera crucial. Il veut élargir les accords d'Abraham et a l'influence nécessaire. Lui et Netanyahou peuvent y arriver. Non, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Et j'aimerais juste ajouter un dernier point. En ce moment, on a l'impression que les États arabes, malgré leur hostilité envers Israël, sont meilleurs que le Canada, l'Australie et l'Europe. Je veux dire, vous avez le premier ministre canadien qui dit qu'il va arrêter Netanyahou s'il vient au Canada. Vous voyez, donc je dois dire, peut-être que la vérité, c'est qu'on peut peut-être compter davantage sur les Arabes que sur l'Occident. Donc je vais terminer avec un point philosophique parce que je ne veux pas dépasser le temps imparti. Mais les gens me disent qu'il y a tellement d'anti-israélisme en Occident sur les campus, parmi, vous savez, les gens bien intentionnés. Oui, qu'Israël est un endroit terrible ici.
Je pense qu'en réalité, la réponse à beaucoup de cela ne réside pas dans le fait de parler à l'Occident. Si vous avez des accords de paix avec les pays arabes, comment les Occidentaux peuvent-ils? Peut-être, mais cela semble stupide. Ils seront plus anti-Israël que les Arabes. Réfléchis-y, Ruti. On en reparlera la semaine prochaine. J'ai hâte, Marc. Moi aussi.